Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Le Front national pour la défense de la Constitution a juste un peu plus de 24 heures d'existence et déjà, il fait parler de lui. La mouvance trouve la modification de la Constitution plus que nécessaire et désormais, on se demande si le pays ne s'achemine pas vers une nouvelle crise politique. Dossier à suivre dès le début de ce journal. L'Union des forces démocratiques de Guinée offre 400 millions de francs guinéens au déguerpi de Kapororaï. Le parti de Cellou Dalein Diallo a également pris en charge les frais de traitement de la jeune fille blessée au cours du déguerpissement à Kipé-2. Plus de 6 mois après l'accord de paix signé entre le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le chef rebelle Riek Machar en septembre 2018, la situation dans le pays s'apaise, mais certains habitants restent inquiets par une sécurité instable. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, la révision de la Constitution continue d'alimenter les débats politiques en Guinée. Après la naissance du Front national pour la défense de la Constitution hier mercredi au siège de la PQUD, Souleymane Keïta, membre de la mouvance présidentielle, a fait entendre sa position qui est celle de la mouvance. D'après lui, cette révision est impérative pour la bonne marche des institutions de la République. Abdourahmane Ba et Aliou Ba. Ce mercredi, ils ont engagé une lutte. Les membres du Front national pour la défense de la Constitution sont catégoriques. Pas question de réviser la Constitution guinéenne avant le départ du président Alpha Condé. Sur la naissance de ce nouveau front, Souleymane Keïta est formel. La décision ne revient pas à cette coalition. Ce front, ce n'est qu'une partie de la population. D'autres fronts peuvent naître. C'est la diversité d'opinions en démocratie. Et ce front n'a pas le monopole. Il n'a pas non plus la légitimité nécessaire pour pouvoir mobiliser l'ensemble des forces du pays. D'après Souleymane Keïta, cette constitution mérite d'être révisée. Et cela n'est pas un sujet qui se résume à la personne du président Alpha Condé, qui est à la fin de son mandat. Ce n'est pas une question d'homme. Avec le professeur Alpha Condé, je le répète encore, ou pas, on a besoin de réviser ou de refaire notre constitution parce que cette constitution ne respecte aucun principe de base de la mise en place d'une constitution, même si elle a servi à gouverner le pays de la transition à maintenant. La loi donne la possibilité au président de la République de prendre l'initiative ou à travers l'Assemblée nationale pour interroger le peuple là-dessus. Il appartient au peuple de se prononcer. C'est un secret de polichinelle. Le point qui fâche, c'est la question du mandat présidentiel. Là-dessus, le conseiller chargé de mission à la présidence précise que ces questions seront énumérées à l'entente de la révision annoncée de la Constitution. Pour ce qui va être le contenu de cette Constitution, bien entendu, ça va être débattu. On ne peut pas adopter une Constitution sans que les populations ne sachent qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Le débat sur toutes ces questions, les points de vue vont être partagés. Il appartiendra encore une fois à un référendum. Dans les prochains jours, la mouvance présidentielle compte à son tour exprimer sa volonté de solliciter un référendum. Le Front national pour la défense de la Constitution regroupe les partis politiques d'opposition et le mouvement social guinéen. Le mouvement social pas dans sa globalité, le Conseil national des organisations de la société civile et la Coalition nationale des organisations de la société civile n'ont pas encore adhéré. Leur absence au lancement du front a été remarquée. Si le président du CNOX dit n'avoir pas été invité, les forces sociales à l'initiative du mouvement indiquent n'avoir adressé d'invitation individuelle à aucune organisation sociopolitique. Ouminatou Sidibé et Abdoulaye Kamara. L'éventualité de cette modification constitutionnelle a hérissé les poils d'une opposition, vent debout contre un troisième mandat. Selon l'analyse des membres du FNDC, le président a des velléités de se maintenir au pouvoir au-delà de 2020. Nous anticipons pour éviter à notre pays l'instabilité sociopolitique. Alors, pourquoi pour un président qui s'est battu pendant plus de 40 ans
il peut se permettre d'avoir ces intentions là où laisser des citoyens. Le combat est engagé, dit-on, contre toute tentative de violation de la Constitution et de non-respect des institutions de la République. Ce front n'est ouvert qu'aux personnes engagées pour la défense de la patrie et de la démocratie. Souhaite rejoindre la dynamique, il n'y a aucun souci, nous n'avons pas de problème à cela, pourvu que l'objectif soit de s'opposer au projet de troisième mandat dans notre pays. Le président de la CONASOC n'a été vu au lancement du Front national pour la défense de la Constitution. Mamadi Keïta ne compte d'ailleurs pas y adhérer. C'est vrai que je n'ai pas été invité, ça c'est vrai, mais ce qui reste clair, c'est que c'est une approche que je ne partage pas. Donc même si j'étais là, c'est une approche que je ne partage pas. J'ai été clair. Je dis que dans notre constitution, il y a des choses à changer. Franchement, à mon avis, poser le problème et faire participer tout le monde au débat, ce n'est pas un crime. Le CNOSC, l'autre organisation de la société civile, n'a pas non plus pris part au lancement du FNDC. Son président dit n'avoir pas été invité. Les forces sociales à l'initiative de ce mouvement disent n'avoir adressé aucune lettre individuelle à ceux qui ont marqué leur adhésion. Le front, ajoute-t-il, reste ouvert à tous ceux qui souhaitent s'opposer à la modification de la Constitution. La création de cette nouvelle plateforme fait réagir les éditorialistes. Ils comparent le Front national pour la défense de la Constitution aux forces vives de la nation nées dans un contexte différent. En faire une comparaison entre celle-ci et celle de 2006 qui avait poussé le général Lansana Conté dos au mur. Les forces vives avaient obtenu du général Lansana Conté la nomination d'un premier ministre et a mis la pression sur le capitaine Moussa Dadis Camara en 2009. D'après nos analystes, les contextes de création des deux mouvements sont différents. Malik Siangana Camara et Aboubakar Dine Camara. En 2006, les syndicalistes, acteurs de la société civile et hommes politiques, bref tout le peuple de Guinée, appelés les forces vives, se sont levés pour exprimer leur ras-le-bol au pouvoir du général Lansana Conté, ce qui a conduit à la nomination d'un gouvernement de consensus à la tête de Lansana Kouyaté. Les mêmes forces vives sont parvenues à mettre une forte pression sur la junte militaire qui s'est accaparée du pouvoir après le décès du général Conté. Les hommes changent ainsi que le temps. En 2019, le Front national pour la défense de la Constitution, une plateforme à l'image des forces vives, se met en place. Ces forces vives, à mon avis, à l'époque avaient plus de légitimité. Aujourd'hui, je ne crois pas que les objectifs apparemment, c'est un front anti-troisième mandat qui a été mis en place. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce front a tout à craindre de lui-même. Les périodes ne sont pas les mêmes puisque aujourd'hui, Alpha Condé a été élu démocratiquement. Pour le moment, il reste silencieux sur les velléités. C'est vrai qu'il y a des turiféraires qu'on entend ça et là parler de troisième mandat. Pour Hassan Kaba, cette nouvelle plateforme n'a pas une base solide car, dit-il, chacun des acteurs qui la composent a un calendrier personnel. Les leaders qu'on pourrait qualifier de grands leaders ou charismatiques qui se retrouvent à l'intérieur de ces fronts ont leur propre programme, ont leurs propres ambitions. Quant à l'autre éditorialiste, les membres du FNDC ont intérêt de resserrer les rangs pour atteindre les objectifs. Avec le défi auquel ils font face aujourd'hui, l'heure est venue de se serrer les coudes. Le Front national pour la défense de la Constitution est, dit-il, créé pour empêcher un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé ou modification de la Constitution, alors que jusqu'à l'instant, ce dernier ne s'est pas encore prononcé sur la question. Et cette question donc, peut-on désormais affirmer que le président de la République a donné le coup d'envoi des consultations pour un changement constitutionnel? Alpha Condé a voilé à peine ses intentions de briguer un autre mandat le 24 mars dernier au siège de son parti. Cette sortie a occasionné la naissance d'un mouvement pour défendre la Constitution. Entre pro et anti-référendum, le ton monte et chacun demande au peuple de se tenir prêt sur des tons parfois musclés. Antoine Kourma nous signe cet élément.
Tous les citoyens ont le droit de se présenter comme candidat à la présidence. Personne n'est militaire. Je suis citoyen comme eux. Si je veux, je ne me présente pas. Si je veux, je me présente comme candidat. Ces propos, le capitaine Dadis les avait tenus en 2009. La conséquence directe avait été le renforcement de l'élan des forces vives de Guinée, composé de partis politiques et de la société civile. 10 ans plus tard, ce scénario a l'air de se répéter. Alpha Condé, le 24 mars dernier, a clairement indiqué ses intentions, parlant du peuple. Celui qui pense qu'il est sûr, on a qu'à aller devant le peuple, c'est le peuple qui détermine. Personne en Guinée ne m'empêchera d'aller devant le peuple et faire la volonté du peuple. 2 semaines après cette sortie, une nouvelle force est née. Le Front National pour la défense de la Constitution, composé d'acteurs sociaux et de leaders politiques qui étaient pour la plupart présents en 2009. Les promoteurs du changement de constitution, un groupuscule d'intérêts réputé pour leur cynisme, doivent savoir que leur projet de coup d'état civil mal inspiré est une provocation de trop envers notre peuple. D'un côté, l'ancien allié devenu président demande à ses militants de se tenir prêts à l'affrontement. Et de l'autre, les leaders du front lancent aussi les cris de guerre. Moi, je suis prêt à la bataille politique. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, ne craignez rien. Ceux à qui nous avons affaire aujourd'hui n'ont pas d'autre objectif que personnel. Nous devons nous battre contre cela. On n'a aucune raison de ne pas le faire. Donc nous disons aux uns aux autres, préparez-vous au combat. C'est pratiquement arrivé. Nous empêcherons que notre pays sombre. Le président de l'UFDG a un message pour l'armée. La Guinée n'a pas une autre armée, n'a pas une autre police, une autre gendarmerie que celle que nous avons. Ils risquent d'avoir en face leurs frères, leurs sœurs, leurs compatriotes. Il faut qu'ils aient un comportement républicain. Ils ont pensé que les militaires peuvent compter certains militaires pour le coup d'État. L'échange de chef d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, car l'armée est une armée républicaine qui est derrière le pouvoir. C'est donc parti pour un duel qui s'annonce musclé entre pro et anti-référendum. Beaucoup espèrent que le débat d'idées prendra le dessus. Le Front National pour la défense de la Constitution réussira-t-elle à faire fléchir la position d'Alpha Condé? Les jours et les mois à venir s'annoncent décisifs pour la République de Guinée. Autre aspect de l'actualité nationale, après l'abbé Farhana Nzerekore, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était le week-end dernier l'hôte de l'université Julius Nyerere de Kankan, une occasion pour Abdoulaye Yero Baldé de toucher du doigt les réalités des étudiants, enseignants, chercheurs et encadreurs de l'université. Reportage Alpha Omar Koïta. C'est à 10 heures que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné d'une forte délégation de son département, a été accueilli ce vendredi à l'université de Kankan par une foule en liesse composée essentiellement des étudiants, enseignants, chercheurs et encadreurs. Une occasion pour le numéro 1 de l'enseignement supérieur de toucher du doigt les réalités du terrain. Gérer un département comme le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce n'est pas une tâche aisée. Il y a beaucoup de fronts, il y a beaucoup d'enjeux. Et ce n'est pas en restant assis dans un bureau qu'on peut savoir tout ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est venir sur le terrain, connaître les réalités, discuter avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les étudiants, les enseignants, les encadreurs, quels sont les problèmes auxquels ils font face et comment ensemble on peut les résoudre. Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation, le recteur de l'université de Kankan est revenu sur un certain nombre d'acquis que son institution a bénéficié sous la tutelle du ministre Yero Baldé. Vous avez pris déjà en charge la formation des formateurs face aux crises reculantes qui ont secoué l'université ces dernières années. Vos réformes ont permis, avec le changement d'équipe, d'instaurer la paix, la stabilité sur le campus grâce à la collaboration entre le syndicat et l'administration centrale qui s'efforce d'améliorer progressivement les conditions de travail des enseignants-chercheurs. Fortement mobilisés pour la circonstance, les étudiants par la voix de leur porte-parole ont mis cette aubaine qui leur est offerte pour poser une certaine doléance à leur ministre, notamment. Le paiement
nos courses d'entretien, l'amélioration de la qualité du fonds documentaire de la bibliothèque universitaire, la mise à disposition des bourses d'études au DEA des différents départements. Cette rencontre avec les étudiants a été suivie par un tête-à-tête entre l'homme fort de l'enseignement supérieur et les enseignants-chercheurs. Une rencontre au cours de laquelle des échanges fructueux ont eu lieu entre ces acteurs allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail pour le rayonnement des institutions d'enseignement supérieur de la Guinée, à l'image des autres de la sous-région. Par ailleurs, le ministre Yero Baldé s'est prononcé sur les raisons du retard de l'arrêt d'engagement des homologues évoluant dans les différentes institutions d'enseignement supérieur du pays et les raisons de son refus d'adhésion au processus de recensement en cours. Propos recueillis par Alpha Omar Koïta et Touré Faye. Lors de la présentation du budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, j'ai fait mention de ces cas. Et ils sont pris en compte dans notre budget cette année. Et le ministère du budget, le ministère de la fonction publique ont donné leur aval. Et donc, on peut considérer qu'ils sont recrutés. C'est simplement une question de procédure. Parce que les dossiers que nous avions envoyés, on a retrouvé des faux diplômes. Donc, ça a retardé un peu le processus de recrutement définitif. Donc, on a ramené encore l'ensemble des dossiers. Il y en a 451, dont 10 homologues de Kindia qui n'avaient pas été pris en compte en 2017. Et ça, c'est fait depuis mon passage à l'Assemblée nationale en 2018. D'abord, on n'est pas contre le recensement, bien qu'il y ait eu récemment encore un recensement réalisé par l'inspection d'État dont les membres sont assermentés. Les résultats provisoires viennent de sortir. C'est à notre disposition, tout le système éducatif. Avant cela, il y a eu un autre recensement qui a fait même des vagues dans les universités parce que des salaires avaient été bloqués. Avant cela aussi, il y a eu la biométrie, sans compter le processus de biométrie des fonctionnaires par la fonction publique. Donc 4 recensements. Donc le dernier est très récent, en moins de 3 mois. Nous ne sommes pas contre, mais à condition que ce soit fait par une entité neutre, pas par les syndicats. C'est tout ce qu'on a dit pour accompagner le mouvement. Sinon, nous ne sommes signataires d'aucun accord, d'aucun protocole. C'est comme si on vous dit d'exécuter un contrat que vous n'avez pas signé. Mais pour contribuer à l'apaisement, nous disons oui pour le recensement, mais par des entités indépendantes. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a finalement accepté les opérations de recensement dans les institutions d'enseignement supérieur. C'est une information donnée au site Mosaïque Guinée par le secrétaire général de l'USTG. Et puis la récente déclaration du chef de l'État au siège du RPG Arc-en-Ciel appelant ses militants à se préparer à une éventuelle confrontation continue à alimenter les débats dans la cité. De son côté, l'ancien gouverneur de Farana met au défi tous ceux qui pensent que ces propos du président Alpha Condé appelaient à un affrontement physique dans notre pays. Suivez. L'ex-conseiller principal du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation apprécie la récente déclaration du président Alpha Condé au siège du RPG Arc-en-Ciel et rappelle le bien fondé de celle-ci. Quand donc un militant, en la personne du président du parti RPG Arc-en-Ciel, s'adresse à ces militants pour leur faire la mise en garde par rapport à la protection de la démocratie pour laquelle il s'est battu 40 ans, il faut dire préparez-vous à la confrontation d'idées dans les champs, dans les villages, dans les ateliers, dans les classes, dans les mosquées. Acceptez d'échanger avec les gens de façon pacifique pour qu'ils comprennent que la démocratie n'a aucun prix si ce n'est pas l'urne. Selon lui, la révision de la Constitution est une impérieuse nécessité qui s'impose aujourd'hui à la Guinée et qu'on le veuille ou pas, le peuple se prononcera au moment venu en faveur ou contre cette modification. Ça fait 3 ans, j'ai dit que le peuple guinéen doit se prononcer pour une nouvelle Constitution dans l'intérêt de l'avenir de nos enfants. Maintenant, c'est le oui et le non qui appartient au peuple. Poursuivant, Moussa Filan Traoré s'insurge contre les anciens dignitaires de la Guinée qui auraient fortement contribué selon lui à son retard et qui aspirent tous siéger aujourd'hui au palais Sékou Touréa. Ce que je sais, et je mets tous les Guinéens au défi, c'est très difficile de rencontrer
un leader politique à Guinée qui a la même. Par ailleurs, conscient des acquis de la Troisième République, l'ex-gouverneur de Farana invite le peuple de Guinée à soutenir la continuité du chef de l'État à la tête de la magistrature suprême de notre pays. Les forces de l'ordre ont sommé quelques commerçants de libérer leurs magasins et boutiques. Elles ont fait une descente sur les lieux il y a quelques jours. À l'origine, un bail qui s'est transporté en justice. Explication, Mohamed Valek Touré et Ibrahima Souma. La famille Fofana de Madina crie à l'injustice. Pour une affaire de bail, la famille est déguerpie de force par les agents. Moussa Fofana, l'aîné de la famille, serait la cause de cette action, accuse les membres de la famille. Ils sont déguerpis de force par les agents. Mon frère m'a appelé au téléphone qu'il viendra faire tomber la concession. Je lui ai dit que je ne suis pas pour le bail. Il est le seul à décider de ce bail. Il veut tromper la famille. Sans l'accord de certains fils de la famille, l'aîné de la famille Fofana est soupçonné par ses frères d'être en complicité avec certains de leurs frères dont le seul but est de revendre la concession. Plusieurs marchandises et des sommes importantes auraient été emportées, nous apprend les membres de la famille. Une décision que rejettent les 4 épouses du concessionnaire. Ils dorment tous à la Belle Étoile. J'ai 5 enfants qui sont tous petits. C'est ici ils gagnent leur quotidien. Leurs frais d'études, tout. Y compris moi-même. Aujourd'hui, l'aîné de la famille est en complicité avec les agents parce qu'il gagne bien sa vie et celle de ses enfants. La descente des forces de sécurité sur les lieux a provoqué des dégâts importants. Ils ont arraché portes et fenêtres, détruisant tout sur leur passage. Ils ont reçu l'ordre du procureur de venir déguerpir le bâtiment. Maintenant, du coup, moi, ils m'ont pris, ils m'ont embarqué. Je ne savais pas la cause réelle du problème. Quand j'ai été retenu, on m'a embarqué, on m'a enfermé. Madina est un lieu de négoce où plusieurs commerçants stockent leurs marchandises dans des familles environnantes. De par cette descente, plusieurs objets ont été emportés et les commerçants ne savent plus à quel saint se vouer. L'affaire se trouve désormais à la justice. Je vous le disais également en titre, l'Union des forces démocratiques de Guinée vole au secours des déguerpis de Kapororaï. 400 millions de francs guinéens, c'est le montant que le parti offre à ces Guinéens en manque de logement. L'UFDG a également pris en charge les frais de traitement de la jeune fille blessée au cours du déguerpissement à Kipé 2. Alseni Bari, Bintou Traoré, Abdoulaye Kamara. À l'entame, le président de l'UFDG a tout d'abord déploré la manière par laquelle le gouvernement a procédé au déguerpissement des habitants de Kapororaï et de Kipé 2. Selon lui, l'État devrait trouver un domaine pour écaser ses victimes. Lors de la démolition des maisons à Kipé 2, une fille avait été atteinte par une bombe lacrymogène et son nez tordu. Aujourd'hui, elle a été évacuée en Tunisie pour ses soins et elle est entièrement prise en charge par le parti, au dire de son président. On était environ à 568 millions, mais en attendant avec la fille, l'urgence, il fallait la transférer, elle, son père, un médecin qui devait nécessairement l'accompagner, et puis les factures de choses. Lorsque ce sera fini, on présentera naturellement l'ensemble des dépenses auxquelles on a procédé. Le représentant des déguerpis à cette cérémonie est satisfait de ce don de l'UFDG. Votre geste nous va droit au cœur. Au nom de l'ensemble des déguerpis de Kapororaï et de Kipé 2, nous vous remercions. Dans la même foulée, le président de l'UFDG a indiqué que les députés issus de sa formation politique vont continuer à siéger à l'Assemblée nationale. À en croire des statistiques recueillies sur le terrain, les jeunes sont très peu impliqués dans la gouvernance locale. Après les communes de Kaloum, Matam et Ratoma, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée est passé à Matoto pour un plaidoyer en faveur des jeunes pour leur participation à la gouvernance locale. Mamadou Sadio Bali.
Le message reste le même. Révéler aux autorités locales les statistiques qui mettent en exergue la sous-représentativité de la jeunesse dans toutes les structures de la vie sociale. C'est vrai, aujourd'hui, l'État, le gouvernement est en train de se battre en termes de positionnement des jeunes au niveau des cabinets. Mais nous avons vu effectivement que malgré cet effort, le taux est toujours faible. Donc il faut toujours continuer à poursuivre et de plaidoyer auprès des autorités pour qu'ils puissent prendre en main la préoccupation des jeunes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le président de la République ait accordé son mandat aux jeunes et aux femmes et que le taux de représentativité de ces jeunes encore au niveau des instances de décision soit encore faible. Bien que minime, le réseau Afrique Jeunesse de Guinée n'ignore pas le positionnement de quelques jeunes au sein de l'administration guinéenne. Sur les 33 préfets, il n'y a aucun jeune. Sur les 33 préfets, il n'y a qu'une seule femme. Vous prenez également au niveau des 38 communes urbaines. Dans les 38 communes urbaines, les jeunes sont fortement représentés. Et sur les 38 communes urbaines, il n'y a qu'une seule femme et mairesse, qui est celle de Kaloum. À part elle, il n'y a aucune femme. Pour prendre l'exemple au niveau du Conseil économique et social, qui est une nation républicaine, il n'y a aucun jeune. À Matoto, la commune affirme œuvrer pour l'encadrement des jeunes et les intégrer au fur et à mesure, suivant les opportunités qui s'offrent. La jeunesse est le produit de la société. Toute activité, généralement dans la construction du pays, dans le développement du pays, repose sur la vigueur. Et la vigueur, c'est au niveau de la jeunesse. Donc, si nous créons les conditions nécessaires pour le plein épanouissement de la jeunesse, nous créons les bases d'un développement économique assuré. Donc la jeunesse doit être entretenue et on fera en sorte que la jeunesse soit dans les meilleures conditions, tout comme les femmes. Le chef service de l'administratif de la commune de Matoto invite Razgui à s'employer pour la remise en cause de cette jeunesse avant de convoiter des postes de commandement. Et bientôt, le Festival du Rire, l'événement qui se tiendra du 10 au 15 avril prochain, se déroulera à la baie et à Mamou. C'est la maison de production Soudou Daria qui organise l'événement. Le directeur de la dite maison a tenu une conférence de presse ce jeudi pour annoncer les couleurs de l'événement. Mariam Fodé Camara, Ibrahim Assori, 5 Souma pour le compte-rendu. La maison Soudou Daria Prod est à sa 4e édition. Elle a choisi cette année les villes de Mamou et Labé. Les organisateurs sont à pied d'œuvre pour donner un festival digne de nom aux festivaliers. En prélude à cet événement, une formation des jeunes humoristes a démarré ce jeudi. Plusieurs têtes d'affiches sont annoncées, Souké Siriki du Burkina ainsi que d'autres du Mali, de Dakar ou encore de la Gambie viendront s'ajouter à ceux de la Guinée pour un spectacle inédit. C'est de vivre le live. Vous avez vu l'exemple sur les Awagi ici. Vous avez vu Lama Sidibé qui vient avec 18 personnes. Vous imaginez l'orchestre Lafindé à l'abbé. Vous imaginez les messagers du temps. La troupe étoile africaine, ils sont 22. Nous, on a misé sur le spectacle. Et je sais que même un artiste qui passe 5 minutes sur scène, il faut qu'il y ait du spectacle. L'une des ambitions des organisateurs est d'étendre dans les années à venir le festival sur toute l'étendue du territoire. L'abbé déjà, c'est là-bas où le festival est domicilié. À partir de la 4e édition, chaque année maintenant, le festival des arts et du rire aura une ville invitée. Peut-être l'année prochaine, on peut terminer à Zérékoré, comme à Kankan, comme à Kindia, comme à Boké. L'ambition, c'est pour que le festival puisse vivre partout en Guinée. Pour donner un éclat particulier à ce festival, la société Edacom a mis son cachet sur l'événement à travers ses produits Armanti, une manière d'accompagner les organisateurs. C'est un événement culturel. S'il y a une chose où tous les Guinéens sont unanimes, c'est sur sa culture. Donc nous allons mettre tout en œuvre pour que ce festival réussisse dans de très bonnes conditions. Les produits Armanti à travers la margarine, la mayonnaise, la sardine, les boîtes de tomates, nous allons véritablement accompagner la structure Soudou Daria Prod pour cet événement à la. Le thème retenu cette année est Éco-rire, histoire de parler de l'avantage du reboisement dans ces différentes villes pendant le festival. Ailleurs dans le monde, plus de 6 mois après l'accord de paix signé entre le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le chef rebelle Riek Machar, en septembre 2018, la situation dans le pays s'apaise, mais certains habitants restent inquiets par une sécurité instable. De retour dans leur pays après 5 années d'exil au Soudan voisin,
En 2014, Choldeng, son mari et leurs 5 enfants ont fui Malakal et les exactions avec le sentiment d'avoir échappé au pire. Beaucoup de personnes sont mortes. Les gens pouvaient marcher sur les corps à Malakal. Ils ont trouvé refuge ici, à Oudière, au nord-est du pays, à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. D'autres sont revenus après avoir fui la capitale, Juba. À l'époque, ils tuaient tout le monde à Juba. À 3 h du matin, des personnes que nous ne connaissions pas nous ont tiré dessus. Ils ont brûlé nos maisons et tué nos enfants. C'est la première fois depuis 2015 qu'un accord de paix tient au Soudan du Sud. C'est la 3e tentative de réconciliation entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Leur rivalité a déclenché en 2013 une guerre civile qui a fait 400 000 morts et près de 4 millions de déplacés. Ceux qui ont trouvé un abri dans ce camp à Juba restent prudents malgré l'accalmie. Quand la paix sera là, on rentrera tous chez nous. Mais pour cela, il ne faut plus aucune tuerie ou maltraitance. Nous devons pouvoir rentrer chez nous dans la paix, et c'est tout. Un gouvernement d'union nationale doit être formé d'ici le mois de mai. Malgré quelques avancées, avec notamment la libération de proches de Riek Machar, les discussions entre les deux camps ont pris beaucoup de retard. Nous aurions dû avancer plus. Nous commençons à nous inquiéter du fait que l'élan commence à ralentir. Et si l'élan ralentit, la frustration s'installe et cela peut conduire à de la colère. Tout le monde s'attend à un retour de Riek Machar à Juba en mai. Lors du dernier accord de paix en 2015, c'est son retour qui a déclenché les violences. Et pour finir, alors que la perspective d'un Brexit sans accord inquiète les importateurs de produits alimentaires au Royaume-Uni, certains producteurs locaux voient la sortie du pays du l'UE comme une aubaine, en particulier les producteurs de produits d'aptitude importés comme la mozzarella ou le vin mousseux. Suivez. C'est l'heure de la traite pour ces bufflonnes de la ferme de Laverstock dans le Hampshire anglais. Spécialisée dans la production de mozzarella, cette ferme entend bien profiter du Brexit en offrant une alternative aux boules blanches italiennes dans les assiettes des Britanniques. Nous avons eu plus d'intérêt de la part des clients, mais il faut transformer cet intérêt en vente maintenant. Je pense que les gens ne font que regarder et attendre, et j'espère que ça ne changera pas, parce que nous avons des problèmes pour vendre au prix des producteurs italiens. Environ un tiers de la nourriture consommée au Royaume-Uni arrive actuellement du continent, et les professionnels craignent de plus en plus une sortie brutale de l'Union européenne. En première ligne, les secteurs importateurs de machines, tels que les producteurs de vin, qui risquent de trinquer. Presque tout ce dont nous avons besoin, à part le raisin qui est cultivé dans le Sussex, tout le reste arrive de l'étranger, principalement d'Europe, de France, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne. Donc en ce qui concerne les importations, les coûts c'est un peu inquiétant. Nous pouvons déjà constater une augmentation des prix. Deuxième importateur de vin au monde, le Royaume-Uni augmente sa production locale de vin chaque année, mais reste très loin de pouvoir satisfaire à ses besoins. La France produit encore plus de 1000 fois plus de vin chaque année. Nous voulons que le client choisisse notre vin parce qu'il est bon, plutôt que seulement parce que l'offre de champagne est restreinte et qu'on ne peut pas en trouver. À quelques jours d'une énième date fatidique, le Brexit est partout et s'invite jusque dans les bars anglais. Une grande chaîne de pubs a ainsi décidé de ne plus vendre de champagne dans ses établissements afin de privilégier les bulles britanniques. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Restez avec nous, le programme continue sur Espace TV. Au revoir.